Parmi les forces russes déployées en Ukraine, il n'y a pas que l'armée conventionnelle. Il y a aussi les milices tchétchènes sous le commandement de Kadyrov et les mercenaires de Wagner. Ramzan Kadyrov, on lui avait déjà dédié une vidéo entière. C'est lui que vous voyez à l'écran. Ahmad! Allahu Akbar! Mais la troisième tête de l'hydre, c'est Yevgeny Prigojine, le fondateur de la première compagnie de sécurité privée du pays. Un oligarque très puissant et très différent des autres. Contrairement aux Siliviki, ces technocrates chargés de faire respecter la loi, notamment par la force, Prigojine a un passé beaucoup plus sombre. Au cours d'une de ses plus récentes apparitions publiques, l'oligarque a suggéré au président Zelensky de retirer son armée de Bakhmout et de laisser une chance aux civils de fuir. Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут. Осталась одна дорога. Клещи сжимаются. Дайте возможность им покинуть город. Qu'un chef d'entreprise s'adresse directement au chef d'État d'une puissance ennemie donne une idée sur l'importance qu'a gagné son groupe durant cette guerre. Et c'est surtout dû au fait que les mercenaires de Wagner ont été les seuls à réaliser des percées et à reprendre des positions perdues. Mais ça donne aussi l'impression qu'il y a un manque de coordination au sein de la force d'invasion russe, avec trois armées différentes sur le terrain. Les Tchétchènes de Kadyrov, les troupes conventionnelles de l'armée russe et donc les mercenaires de Wagner. Qui des trois recevra les honneurs de Moscou? Le groupe Wagner, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui le rend si spécial? On démarre avec le volet Histoire. Qui veut une armée privée? Pourquoi diable la Russie a-t-elle besoin d'une armée privée si elle a déjà la sienne, qui plus est une armée soi-disant puissante? Mais bon, pourquoi pas? La Russie n'est pas le premier État à avoir recours à des mercenaires. Ça remonte à l'Antiquité, à l'époque des pharaons d'Égypte, qui recrutaient des Nubiens ou des Libyens, des cités-États de la Grèce antique qui avaient recours aux Crétois et aux Arcadiens, et même à l'Empire romain, avec les Scythes, les Gaulois et les Germains. Mais pas besoin de remonter si loin. Mars 2014, annexion de la Crimée par la Russie. Sauf que l'invasion en était pas vraiment une, au sens littéral du terme. En fait, des soldats sans insigne et sans bannière sont apparus de nulle part. Le Kremlin a essayé de nous faire croire qu'il n'avait rien à voir avec cette histoire, mais personne n'était dupe. Toujours selon les autorités russes, ces milices paramilitaires étaient en fait des Ukrainiens qui avaient spontanément pris les armes pour réaliser eux-mêmes cette annexion, ce qui les rendait d'autant plus légitimes vu qu'elle avait été mise en œuvre par le peuple. Bon alors, les services de renseignement de plein de pays ont évidemment alerté quant au rôle qu'a réellement joué l'État russe en 2014. Depuis, le masque est évidemment tombé. À présent, on est à peu près sûr que cette première vague de 2014 était en réalité constituée de forces spéciales russes, les Spetsnaz, de membres des services de renseignement militaire et de mercenaires de Wagner, et possiblement quelques miliciens ukrainiens russophiles. Faut pas croire que l'entièreté de la Crimée s'opposait à l'annexion. Une partie, certes minoritaire de la population civile, était en faveur de l'annexion. Mais qu'importe, le réel intérêt d'avoir recours à une armée privée, c'est le principe du déni plausible. Il permet à n'importe quel État de nier toute implication dans une opération paramilitaire, notamment celles qui sont particulièrement touchy. Donc, si cette annexion avait donné lieu à un gros ratage, le Kremlin aurait pu continuer de nier toute implication. Mais comme celle-ci a réussi sans qu'il y ait eu de déclaration de guerre d'État à État, Poutine s'en est arrogé le crédit. C'est tout bénef pour lui. Après, il n'y a pas que la Russie qui a fait ça. La plus connue des entreprises de sécurité privée, ça a longtemps été Blackwater, qui depuis s'est rebaptisé Academy. Et quand les USA, à la tête d'une coalition occidentale, ont envahi l'Irak, l'administration Bush n'a pas hésité une seconde à faire appel aux PSC, les Private Security Companies. En français, les SMP, les sociétés militaires privées. Les contrats se sont accumulés et ce, malgré les retours très inquiétants qui faisaient état d'abus et de bavures commis par les forces de sécurité privées. Et parfois, le rapport de force s'inverse. En 2011, on recensait plus de 113 000 mercenaires en activité en Afghanistan pour 90 000 soldats. Bref, le recours à des compagnies militaires privées en Afghanistan et en Irak met en lumière un énorme avantage en plus du déni plausible, c'est leur flexibilité. Si un pays comme la France souhaitait déployer son armée à l'étranger, le chef des armées, en gros le président, aurait 2 semaines de totale liberté. Ensuite, il doit faire approuver cette OPEX par le Parlement. Et puis, il y a aussi le coût politique. Faut savoir si l'opinion publique approuve ou pas cette opération militaire.
Alors qu'une organisation paramilitaire, elle peut être sollicitée à tout moment. Et c'est pareil en Russie. Même si Poutine a quasiment les pleins pouvoirs, il doit quand même faire approuver le déploiement de l'armée russe par la Douma. C'est une formalité, mais comme c'est officiellement une opération militaire spéciale et pas une guerre, bon, parfois ça va plus vite de passer un coup de téléphone à son pote Prigojine. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en Syrie en 2018. Des mercenaires du groupe Wagner ont combattu aux côtés des forces de Bachar al-Assad. Polémique à Moscou sur des mercenaires russes tués par la coalition états-unienne en Syrie. Ce titre nous dit tout ce dont on a besoin de savoir. Mais entre les lignes, la notion qui prime, c'est celle du déni plausible. Des citoyens russes ont été tués par les États-Unis, mais pas de réaction du Kremlin, à part peut-être une condamnation. Si ça avait été des soldats russes, ça aurait été différent. Ça aurait pu mener à une riposte. Mais comme c'était de simples mercenaires aux ordres de Damas, pas de conséquences. Le Kremlin n'est pas tenu de répliquer, et ça l'a bien arrangé. Bref, la vie d'un mercenaire n'a pas la même valeur que celle d'un soldat. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Un autre argument de poids pour recourir aux sociétés militaires privées, c'est leur compétitivité. Comme dans tout partenariat public-privé, il y a des mécanismes de concurrence qui se mettent en place. Le dernier point qui joue en faveur des SMP, c'est la question de l'expérience. La dernière fois que des soldats russes ont été déployés à l'étranger, c'était il y a presque 15 ans en Géorgie, une opération qui n'a duré que 5 jours. Ou alors la seconde guerre de Tchétchénie qui a démarré en 99 et qui s'est finie en 2009, mais c'était pas à l'étranger. Il y a aussi eu des missions de maintien de l'ordre, par exemple en 2020 dans le Haut-Karabakh pour calmer le jeu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais le principe même de ces opérations, c'est justement d'éviter l'escalade du conflit. Bref, les mercenaires de Wagner, eux, ont été continuellement déployés en Syrie, en Libye, au Mali, en République centrafricaine et d'autres pays. Et parmi eux, de nombreux vétérans qui ont connu les guerres tchétchènes. Donc, entre le déni plausible, leur flexibilité et leur compétitivité, le degré de clandestinité des opérations qu'elles acceptent de mener et l'expérience de leurs troupes, ça fait un paquet de bonnes raisons pour les États peu transparents d'engager les services de SMP. Mais, parce qu'il y a un gros mais, théoriquement, la Russie ne devrait pas pouvoir le faire. Ne serait-ce que parce que sa propre loi ne l'y autorise pas. Comment ça se fait? Chapitre suivant. Le cuisinier de Poutine. Le truc avec les SMP, c'est que la loi russe n'autorise pas leur existence légale. Elles sont même carrément criminalisées depuis 1996. On parle de l'ensemble de la profession, tant leur financement et leur entraînement que leur déploiement dans un conflit. N'empêche que Poutine reconnaît qu'elles présentent des avantages, notamment celui de défendre l'intérêt de la nation sans l'intervention de l'État. Dimitri Rogozin, qui était le vice-président de Russie entre 2011 et 2018, avait évoqué la position du Kremlin sur la question. Nous réfléchissons si notre argent servira à financer des sociétés militaires de sécurité privée étrangères ou à la viabilité de créer de telles sociétés en Russie même. Dimitri Rogozin, vice-premier ministre de la Russie en 2012. Sauf qu'à l'époque, c'était une première et personne n'avait encore enfreint la loi. Les Siliviki de Poutine ne voulaient pas s'y risquer, ils avaient trop à perdre. Du coup, fallait un outsider qui n'avait pas peur de se frotter au loup. Vous l'avez deviné, celui qui avait assez de crampes pour se lancer, c'était un ancien taulard, vendeur de hot dog, puis restaurateur, Evgeny Prigojine. Et ouais, il a été incarcéré plus de 12 ans pour escroquerie, puis à sa sortie de prison, il a ouvert un stand de hot dog qui a plutôt bien marché vu qu'il a lancé une chaîne de fast-food dans la foulée. De fil en aiguille, il a développé son palais en inaugurant des restaurants haut de gamme, dont le New Island où Poutine est devenu un habitué. Les deux lascars sont devenus si proches qu'on surnomme désormais Prigojine le chef de Poutine. Bon, mais de là à devenir le fondateur d'une des plus grosses sociétés militaires privées au monde, il y a quand même une sacrée reconversion professionnelle. Et son parcours de seigneur de guerre, Prigojine l'a entamé avec le groupe Concorde, une entreprise de restauration qui jouit d'un quasi-monopole des cantines scolaires de Moscou, des hôpitaux et des casernes russes. Il a fondé Wagner en 2014, en même temps que se jouait l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass entre l'Ukraine et les séparatistes pro-russes. Alors que le volume d'affaires des entreprises de Prigojine sous contrat avec le ministère de la Défense ne valait que 11 millions d'euros en 2014, l'année suivante, elle représentait pas moins d'1 milliard de dollars. Et c'est pas parce que Prigojine a commencé à servir du caviar aux soldats du front. Le détail qui tue, c'est que le camp d'entraînement principal de Wagner se trouve à Molkin, près de Krasnodar, et surtout, il appartient au ministère de la Défense. Dès lors, les liens du Kremlin avec Wagner sont évidents, ce qui a créé une situation assez cocasse. Saint-Pétersbourg est dirigé par un gang de gens qui se rendent
remplissent leurs poches et ne tiennent pas leurs paroles. Yevgeny Prigojine. Prigojine se sent libre de dire ce qu'il veut et il n'épargne personne, pas même les Siloviki. Il est devenu totalement incontrôlable. À la tête de Wagner, Prigojine fait peur. Son groupe n'hésite pas à commettre des crimes de guerre comme cibler délibérément des civils, la torture ou les exécutions extrajudiciaires. Et tout comme les cartels mexicains et Daesh, ils enregistrent et diffusent leurs crimes en ligne. Guerre en Ukraine. Le groupe Wagner publie une vidéo de l'exécution d'un déserteur sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, un groupe aussi puissant, avec des capacités de projection similaires à celles d'une armée conventionnelle, il en profite pour diversifier son portefeuille d'activités. Les mercenaires russes cherchent de l'or et sèment le chaos en Afrique centrale. Ça fait 10 ans que la République centrafricaine traverse une guerre civile. Son président, Faustin Archange Touadéra, s'est tourné vers le groupe Wagner pour former ses troupes et pour garantir sa sécurité personnelle. En échange de quoi, il leur a offert les ressources naturelles de son pays. Le truc avec Wagner, c'est que le risque de bavure est multiplié par 1000. Et à terme, ça risque de se retourner contre Poutine. Wagner, Touadéra et les Chinois assassinés, coulisses d'un malaise d'État. Depuis les meurtres de 9 Chinois, le 19 mars en Centrafrique, la tension monte à Bangui entre le gouvernement, la diplomatie de Pékin et les Russes de Wagner montrés du doigt. Bon, et pour ce qui est des arrangements entre copains, c'est pareil en Syrie où Bachar al-Assad leur a promis 25% des gisements de pétrole qui libéreraient des mains des Kurdes, qui eux sont soutenus par les États-Unis, la Libye, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Soudan, la Biélorussie, le Venezuela. Ils sont vraiment partout et ça inquiète les acteurs régionaux. Typiquement, les intérêts occidentaux en Afrique et notamment français sont menacés. Les États-Unis engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi de paramilitaires russes de la République centrafricaine. En vrai de vrai, l'action de Wagner s'inscrit dans une stratégie plus large de la Russie pour s'accaparer les ressources naturelles d'Afrique et pour chasser son rival français dans la région. On va y dédier une vidéo entière. Vous en faites pas, ça va venir très rapidement. Donc oublie pas de t'abonner pour être prévenu des prochaines vidéos. Et puis tant qu'à faire, oublie pas de liker et de partager. Revenons-en au sujet. La notoriété de Prigojine et de Wagner ne cesse de croître. Son emprise sur le continent africain gagne du terrain. Comment les mercenaires russes prennent le contrôle du commerce des diamants africains. Et avec sa notoriété, son influence aussi se renforce et pas qu'à l'étranger. Les Siloviki aussi sentent le pouvoir leur échapper. Bien admettre que Prigojine n'est pas des leurs. Il y a une méfiance mutuelle. La preuve, c'est que ces affaires ont débuté à Saint-Pétersbourg, mais qu'elles ont réellement prospéré sous la protection de Poutine à Moscou. Surtout que l'été dernier, Megaline, une société qui appartient à Prigojine, a été écartée du développement de Gorskaya au profit de Gazprom. Megaline a déclaré que Smolny avait mis fin à l'accord sur le développement du territoire Gorskaya. Smolny, c'est le surnom qu'on donne au siège du gouverneur de Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, celui qui occupe ce poste, c'est Alexander Beglov, un protégé de Sergueï Kiriyenko, qui est lui-même le bras droit de Poutine pour la politique intérieure du pays. C'est pour cette raison que Prigojine s'implique autant en Ukraine. Plus il aura de victoires à son actif, plus il gagnera en influence au Kremlin, mais aussi plus d'adversaires. Le combat des coqs. Bon alors, tout le monde le sait, même les employés de l'usine à trolls de Prigojine qui commentent nos vidéos, l'invasion ne s'est pas du tout passée comme prévu par le Kremlin. Poutine n'a pas attendu très longtemps, 1 mois et demi environ, avant de demander à Prigojine de lui établir un devis pour privatiser cette guerre. Et comme Prigojine, il est créatif, il a eu l'idée de proposer à l'ensemble de la population carcérale du pays de s'enrôler dans Wagner contre une remise de peine et retrouver la liberté au front. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. Poutine a donné carte blanche à Wagner. Des milliers de nouvelles recrues se sont retrouvées au front après seulement quelques semaines de formation. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une force d'invasion composée de 3 armées. D'abord les troupes conventionnelles, sous les ordres du ministre de la Défense Shoigu et du général Valery Gerasimov. Leurs résultats sont pas très bons. Ensuite, on a les Kadyrovtsi, sous le commandement du Tchétchène Ramzan Kadyrov. Pas de victoire majeure, ils font plus ou moins le taf.
Finalement, on a les troupes de Wagner qui sont les seules à rencontrer un certain succès militaire. Dans le Donbass, ils reprennent même du terrain. Prigojine est fier de son succès et il aime marquer la différence avec ses concurrents, à tel point qu'il n'hésite pas à critiquer ouvertement le gouvernement. Voici un extrait audio de Prigojine qui encourageait des mercenaires de Wagner qui s'entraînaient au tir sur des cibles à l'image de 2 généraux de l'armée russe. Раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом, se приравнивать к измене Родине. Les trois armées se tapent dessus pour avoir la grâce de Poutine, qui lui laisse faire parce que tant que son leadership n'est pas remis en question, tant qu'il y a des victoires, le reste importe peu. Et la dernière en date, ce fut une victoire de Prigojine avec la prise de Soledar. La prochaine sera vraisemblablement celle de Bakhmut. Aujourd'hui, la ville est en ruine et les troupes russes, dont celles de Wagner, ont énormément progressé. Mais il reste des poches de résistance dans la zone ouest de la ville. Bakhmut va très certainement tomber, mais au prix de grosses pertes dans les rangs de l'armée russe, des Karidovtsi et des mercenaires de Wagner. Sauf qu'en janvier, le Kremlin a relevé le général Sergei Sourovikine de son commandement de l'armée russe. Et il se trouve que c'était un allié de Prigojine. Son arrivée en octobre avait pourtant été annoncée en fanfare. Réputé pour sa brutalité en Afghanistan, en Tchétchénie et en Syrie, il devait être celui qui inverserait le cours de la guerre. À sa place, c'est le général Gerasimov qui a été nommé chef d'état-major, un allié du ministre de la Défense Shoigu, un gars qui ne peut pas supporter Prigojine. En plus, Wagner n'a plus le droit de recruter dans les prisons. La fronde anti-Prigojine s'intensifie au sein de l'appareil d'État. Et le dernier obstacle en date, c'est celui-ci. Convoy, une nouvelle milice russe pour faire de l'ombre au groupe Wagner. Née en Crimée en 2022, la milice privée Convoy est de plus en plus médiatisée et recrute de nouveaux combattants. Selon les renseignements britanniques, le Kremlin cherchait à favoriser l'émergence d'autres groupes de mercenaires pour concourir Wagner, devenue trop puissante aux yeux de certains responsables russes. Avec l'intensification de la concurrence, ça se gâte pour le fondateur de Wagner. Maintenant, à toi, est-ce que tu penses que Prigojine parviendra à reprendre le contrôle de la situation ? Est-ce que l'apparition de nouvelles SMP va faire pencher la balance de la guerre en faveur de Poutine? Comme d'hab, laisse-nous ton avis dans les commentaires, fais tourner like et abonne-toi. Nous, on te dit à bientôt, spasiba et paka.